J'aimerais peut-être investir dans l'immobilier avec des produits de type SCPI. J'aimerais préparer ma retraite. En même temps, j'ai des enfants. Alors, qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce que je dirais? Déjà, je dirais, on va mettre tout ça de côté. Et c'est moi qui vais poser des questions. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que là, moi, par exemple, un cas typique d'une personne qui vient me voir en me disant tout ça. Alors, c'est marrant parce que c'est pas souvent le cas, mais souvent les gens ont plein d'idées, mais elles ne sont pas organisées, elles ne sont pas organisées. Donc du coup, nous, on va orienter quelque part. D'accord. Là, notre rôle, ça va être de prendre la débroussailleuse et puis de faire un peu le tri dans toutes les idées de manière à voir lesquelles sont les plus importantes, lesquelles sont plutôt secondaires, de manière à amener un ordre de priorité dans les objectifs. Et une fois qu'on aura travaillé cette idée d'objectif, on va travailler tout ce qui va venir derrière, c'est-à-dire les moyens, les critères, et ça va passer par cette fameuse analyse, par ce fameux bilan. D'accord. Parce que là, on va rentrer dans le détail de la vie des gens, parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Donc on va poser toutes les questions sur la situation personnelle, donc la situation de famille, comme tu disais, s'il y a des enfants, s'ils sont mineurs, majeurs. Un facteur très important, ça va être le régime matrimonial. Si les gens sont mariés, s'ils ne le sont pas. On va peut-être aussi en parler après. Voilà, ce qui concerne la succession, de mariage, parce que tout ça, ça oriente un investissement. Parce qu'on va pas investir, que ce soit de l'immobilier ou du financier, peu importe, mais on va pas investir de la même manière si les gens sont mariés sous un régime communautaire, par exemple, ou bien s'ils sont sous un régime séparatiste, parce que ça amène des obligations, comme tu le disais, en termes de succession, même juridique, par rapport au simple fait du contrat de mariage. C'est quelque chose qui amène des obligations. Pareil pour les PACS, on en parle peu, mais les PACS sont une disposition dont on doit tenir compte dans des orientations patrimoniales. Et on va poser ensuite toutes les questions sur comment on appelle ça, sur la situation financière des gens, donc combien ils gagnent. Alors sans passer par toutes les questions que tu poses, est-ce que tu peux nous... C'est important les questions. c'est hyper intéressant, mais disons pour que ce soit un peu plus concret pour les gens, est-ce que tu peux définir 2 ou 3 situations types que tu vois avec des produits que tu peux proposer en face? Par exemple, la situation d'une personne célibataire qui a un petit pécule, qui a un petit capital, qui a épargné quelques années, qui a pas forcément grand-chose, mais qui souhaite investir. Après, peut-être la situation père de famille. Encore une fois, ça va être difficile de te donner des cas concrets parce qu'en fait, il y en a pas. C'est toujours des cas spécifiques, c'est toujours de l'étude au cas par cas, parce que même si on va avoir, si tu veux, des objectifs qui vont très souvent revenir, c'est souvent les mêmes objectifs qui reviennent, c'est mettre de l'argent de côté, c'est prévoir la retraite, protéger ses enfants ou sa famille. Généralement, c'est très souvent les mêmes objectifs qui reviennent. On a rarement des objectifs très particuliers. En même temps, la façon dont on va travailler l'objectif va être différente d'une personne à une autre. Et on retrouve très rarement le même cheminement, si tu veux, dans l'accession à l'objectif. Je sais pas si je m'exprime correctement. Ouais, je comprends, c'est pas forcément évident, mais sans faire de conseils, tu vois. Par exemple, pour répondre à ta question, voilà. Mais juste un petit exemple. Quelqu'un qui va, un cas concret qu'on a très souvent, c'est des gens qui sont dans la vie active, qui ont des revenus, mais qui n'ont pas forcément pensé à prendre des dispositions pour... très souvent, les gens aujourd'hui, ils ont un compte épargne à la banque. C'est ça, ils mettent un peu d'argent de côté tous les mois. Mais la situation ça va pas plus loin. Classique, la situation classique. Donc là, on va s'attacher à leur faire visualiser l'intérêt qu'il y a à travailler un principe d'épargne, mais par de l'assurance vie, et non pas par des produits bancaires, parce que ce sont des produits très différents, sans rentrer dans le côté technique. Mais aujourd'hui, il est très clair que les produits bancaires sont une nécessité. Je veux dire, on en a tous. Le conjoint, le compte épargne est une nécessité. Mais dans notre vision des choses, on part du principe que le produit d'épargne à la banque n'est pas un produit d'accumulation. Il n'est pas là
pour que les gens en mettent le plus possible. Ouais. C'est pas fait pour ça. Le produit d'épargne bancaire, c'est un outil pour mettre de l'épargne de précaution. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est mis de côté, qui est disponible tout de suite, le plus rapidement possible, mais pour faire face aux aléas de la vie courante, c'est-à-dire des impôts, des vacances, une panne de voiture. Mais voilà, c'est de l'épargne dont on peut avoir besoin très vite, tout de suite. On fait des virements de compte à compte, c'est simple. Ouais, tout à fait. L'assurance vie, on est dans la même idée maîtresse, c'est-à-dire c'est de mettre de l'argent de côté, mais on va pas la travailler sur le même principe. Là, on va travailler sur un principe d'accumulation à long terme. D'accord, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ce principe d'accumulation à long terme, il est présent avec en toile de fond tout ce que les gens peuvent rechercher comme outil pour justement protéger un conjoint, protéger les enfants. Si demain il arrive quelque chose, comment ça se passe au niveau fiscal, pour les impôts, pour les bénéficiaires, toutes ces choses-là. Et l'assurance vie amène justement les outils qui permettent d'avoir ces avantages, contrairement aux produits bancaires qui n'en offrent aucun. Alors si tu peux nous décrire un peu l'assurance vie, ce fameux contrat d'assurance vie, on entend parler parfois souvent. On peut y mettre différentes choses à l'intérieur. C'est ça. Et on peut aussi le définir par un objectif de rendement, c'est-à-dire un pourcentage annuel de gains qu'on peut espérer avoir chaque année en fait. Très concrètement, si tu veux, un contrat d'assurance vie, en tout cas moi c'est comme ça qu'on le présente. Le contrat d'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. C'est-à-dire qu'elle va, c'est une enveloppe qu'on va ouvrir et qu'on va alimenter, ou par des versements mensuels, semestriels ou autres. Comme un compte épargne finalement. Exactement. Ou des versements exceptionnels que tu veux faire en one shot quand tu as un peu d'argent de côté, ou quand tu as, t'as une prime, des dividendes, n'importe quoi. Bon, tu mets des primes en direct. Et après, une fois que cette enveloppe est ouverte, en fait, on fait ce qu'on veut. Et c'est aussi là où l'analyse de départ est très importante, parce que c'est cette analyse qui va nous permettre de trouver le meilleur produit, le meilleur contrat. Parce que dans l'absolu, tous les contrats d'assurance vie se ressemblent. Même, je dirais même que en termes d'avantages ou d'outils, tous les contrats d'assurance vie les donnent. Maintenant, les partenaires avec lesquels on travaille vont, eux, amener chacun leur particularité. Et on va pouvoir faire certaines choses avec certains contrats qu'on pourra peut-être pas faire avec d'autres, par exemple. Mais comme tu le disais, le but de toute opération sur les contrats d'assurance vie, c'est de gagner de l'argent. Je veux dire, on n'est pas là. Bien sûr, on est là pour parler de ça. Les gens, quand ils mettent de l'argent de côté, alors oui, il y a une volonté de protéger son patrimoine, de protéger sa famille, mais en toute honnêteté, tout le monde veut gagner de l'argent. Le but aujourd'hui, c'est de faire des opérations pour avoir un résultat. Et là, on rentre dans le vif du sujet, parce que on va travailler des dispositions internes au contrat d'assurance vie, qui vont permettre de développer. Et là, on a, comme tu le disais tout à l'heure, on a plusieurs leviers à disposition. On a soit les placements financiers en bourse, par exemple. En fonction des profils de chacun, mais on adapte les stratégies d'investissement au profil de chaque personne. L'idée, c'est de coller au mieux ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est l'appétence au risque, c'est-à-dire quels risques ils sont prêts à prendre dans leur investissement. Est-ce qu'ils sont prêts à perdre un peu d'argent si l'on place les capitaux sur des produits un peu plus volatiles, par exemple. Donc voilà, on va adapter nos stratégies financières aux volontés de nos assurés, de nos épargnants. Encore une fois, je reviens sur le principe de transparence. Tout à fait. On peut travailler sur des outils en immobilier. Parlons-en un petit peu aussi. Les fameuses SCPI. Parce que finalement, l'assurance vie, c'est une enveloppe, comme tu dis. On peut y mettre des produits financiers via la bourse, donc ça peut être acheter des actions. Exactement. Un portefeuille. Alors c'est des fonds d'investissement, souvent c'est des fonds d'investissement qui sont intégrés en partie, et on peut mettre des parts de différents fonds. Si j'ai compris le principe, des parts de produits immobiliers. Et finalement, de l'immobilier, on n'en aura pas en unité de compte, on n'en aura pas sur les produits boursiers. Là, quand j'entends produits immobiliers, c'est vraiment des SCPI, donc c'est vraiment des sociétés civiles de placement immobilier. Toujours dans le cadre de l'assurance vie. Mais toujours alors les SCPI, pour développer un peu ce sujet, parce que c'est un peu le fond du sujet.
les SCPI, si tu veux, tu peux en acheter en direct. Tu vas sur Internet aujourd'hui, tu trouves des sociétés qui vendent de la SCPI, mais la problématique qui se pose en réalisant ce type d'opération, c'est que elle se fait, je ne sais pas si je vais le dire de manière assez simple, mais si tu veux, quand tu achètes de la SCPI en direct, c'est comme si tu achetais un bien immobilier. La SCPI, c'est un bien immobilier, sauf que c'est un bien immobilier quelque part virtuel, parce que en fait, la SCPI, tu deviens actionnaire d'une société qui possède un parc immobilier. Et donc ensuite, tu perçois des rémunérations en fonction de ta participation dans cette société. C'est ça. En gros, ça correspond un peu aux loyers qui sont récupérés. Tu prends ta part en fonction de... C'est ça. L'intérêt dans la SCPI, le truc sympa, c'est que tu es plus ou moins déchargé de la gestion parce que tu as une société qui s'en occupe. Ouais, c'est ça l'avantage. L'avantage de le faire grâce à l'assurance vie, c'est que... alors, il y en a plusieurs des avantages. Le premier immédiat que l'on va rencontrer, ça va être une baisse des frais d'acquisition. D'accord. Moi, je présente ça un peu comme des frais de notaire. Quand tu achètes une maison en dur, tu payes des frais de notaire. Ouais, effectivement. Quand tu achètes de la SCPI, c'est pas des frais de notaire, ce qu'on appelle des frais d'acquisition, mais c'est plus ou moins la même chose. Sauf que là, du coup, ils sont beaucoup plus faibles que si tu achetais un bien en direct. Par exemple, aujourd'hui, tu achètes une maison, tu as des frais de notaire entre 12-13%. Ouais, c'est ça. Ici, en tout cas, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, tu achètes de la SCPI, on va avoir des frais d'acquisition qui vont tourner entre 6 et 8%. Ok. Déjà, ça permet d'avoir un levier à ce niveau-là. D'accord. Et du coup, dans le cadre de l'assurance vie, tu peux encore... Alors, ce levier de baisse de frais, justement, tu l'as grâce à l'assurance vie. D'accord. Tu l'as pas en direct. Sinon, ce serait le taux normal. Sinon, ce serait globalement ce taux-là. Après, l'autre avantage que tu as à le faire en assurance vie, là, il va être fiscal. Parce que quand tu achètes de la SCPI en direct, c'est un bien immobilier. Donc, tu es dans un cadre de revenus fonciers si tu perçois des loyers, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Alors que, grâce à l'assurance vie, même si tu investis dans des SCPI, dans le contrat, tu restes dans le cadre fiscal du contrat, c'est-à-dire un cadre fiscal assurance vie. Ouais, et donc, du coup, la fiscalité des plus-values réalisées n'est pas du tout la même. Et de facto est beaucoup plus avantageuse pour l'épargnant. Et c'est vraiment l'intérêt de ce levier de l'assurance vie dans le domaine d'épargne de société immobilière. C'est mis en avant. Après, bien évidemment, il y a le levier financier qui vient en plus, bien sûr, puisque là, on revient sur ce principe de loyer qui sont perçus régulièrement, avec bien évidemment les revalorisations des parts, puisque là du coup on est actionnaire de la société, mais lorsque les biens prennent de la valeur, et automatiquement les parts prennent de la valeur aussi, donc on a un double levier financier derrière. Mais qu'on soit très clair, moi je mets toujours en garde les gens, la SCPI c'est un excellent investissement patrimonial, mais on doit toujours garder à l'idée que c'est quelque chose qui doit se faire sur de la durée. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne conseille jamais un investissement en SCPI pour une durée de moins de 5 ans, par exemple. D'accord. Je pars toujours sur un minimum de 5 années d'investissement pour proposer de la SCPI. Ce temps minimum, en fait, c'est une manière à bénéficier des avantages fiscaux du contrat d'assurance vie. Il y a une autre raison. Parce qu'on peut le rappeler, il y a un temps... Alors, c'est surtout un principe d'amortissement. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a les frais d'acquisition qui sont pris sur le capital investi. Mais comme on est sur un contrat d'assurance vie, il y a également des frais d'entrée sur le contrat. D'accord. Imaginons qu'on n'ait pas de contrat, on en ouvre un pour réaliser cette opération. On a les frais d'entrée du contrat. Du coup, c'est des frais classiques. C'est quoi? C'est 2-3 000 euros. Ça peut être autour de ces prix-là. En fait, c'est des pourcentages, mais les frais d'entrée sur un contrat sur lequel on a des SCPI, aujourd'hui, il faut compter 4,5%. Donc, si on ajoute des frais d'acquisition de SCPI à entre 6 et 8%, on va tourner sur un taux de frais moyen de 12-13%. Donc, on revient sur des frais entre guillemets classique notaire en investissement direct. Mais voilà, c'est pour ça que moi je conseille toujours cette durée minimum de 5 ans d'investissement, parce qu'on va partir du principe que sur ces 5 années, on va avoir, on va dire, 2 à 3 années d'amortissement. Puis ensuite, entre 2 et 3 années de plus-value, de prise de bénéfice. Je vois. Si on le faisait sur une durée moindre,
ce serait une opération blanche. Bah, c'est un peu comme un investissement immobilier classique, hein, vu les frais de notaire, en général, le temps de les amortir, entre guillemets. Sur une super si t'achètes en dessous du marché, voilà, t'as une super occasion, tu peux tout de suite faire la plus-value. Mais voilà, on est toujours dans cette idée d'amortissement parce que il y a des frais, comme dans toute opération financière, il y a des frais.